En montant le capteur sur son embase, j'ai essayé différents aimants, voilà, des petites magnettes de frigo là, et des aimants un peu plus costauds, comme celui-ci là, au néodyme, et des petits carrés comme ça. Et les petits carrés semblaient bien marcher. Alors j'ai fait une petite pièce en impression 3D où j'ai incorporé cet aimant là pour qu'il puisse aller dans un des axes là et observer ce qui se passe. Et donc on voit à l'oscilloscope que je récupère le signal, le kickdown, voilà. Exactement le même comportement qu'avec la pédale. Par contre, c'est un peu ce que je pressentais, et le but un peu de cette étude là, c'est qu'il faut un très faible débattement angulaire pour faire la totalité de la dynamique. Là on parle de une quinzaine de degrés à peine quoi. Donc si je veux m'en servir pour faire la commande, je vais devoir démultiplier ce déplacement angulaire. Pour faire la manette des gaz de l'ULM, je vais récupérer ce capteur à effet Hall là. Donc on va commencer par le modéliser. Alors avec SolidWorks, c'est un petit peu toujours à peu près la même démarche. On part d'une esquisse ici là, on voit où j'ai tracé le pourtour et sur lequel on fait une extrusion, ce qui crée un volume. Et on avance comme ça petit à petit. Donc là, on voit pas trop la modification, mais ça concerne le petit embossage ici pour indiquer où est le capteur. Ensuite, on continue la modélisation, on poursuit à faire la base, on ajuste les pièces, voilà, on prolonge, on va faire le connecteur, on ajoute les broches, l'enveloppe du connecteur. Le connecteur, il n'est pas cylindrique comme ça, il a une certaine forme avec des détrompeurs qu'on va donc tailler tout doucement. Ce sont des fonctions primitives, là, par exemple, les congés. Ici, qu'on voit là, les congés là. Tout ce qui est petit ergot de blocage. Donc voilà, là on a notre modèle de capteur et au niveau des pièces, il n'y en a qu'une seule. Donc ensuite, par rapport à ce capteur-là, on va essayer de positionner le bras de levier. Alors le bras de levier, ça part aussi sur une extrusion qui part d'un dessin 2D dans lequel, en fin de compte, le gros de la chose, c'est de définir cette came ici en fonction d'une position angulaire de ce capteur-là qui va de 0 à 4, 8, 12 et 16 degrés. Donc sur ces 4 points-là remarquables, là, qui correspondent à la dynamique de déplacement angulaire qui accepte le capteur, je vais placer un point pour chaque position. Par exemple ici, pour la position 0, on a un certain point qui va être piloté par l'angle de la manette ici, qui est mis à 150 degrés et qui part, on va dire, à 10 degrés. Donc on voit ici pour la position 10 degrés, on fait correspondre le point 16 et ainsi de suite pour toutes les autres positions jusqu'à 150 degrés à peu près. Et une fois que j'ai ces n points là, je trace une SP-line qui est ici avec des points de tangence d'entrée et de sortie, ce qui définit le profil et qui permet en fin de compte d'obtenir l'enfoncement qui va bien pour avoir une position angulaire. Donc une fois qu'on a ça, on poursuit la conception de la pièce. Alors là, on ne fusionne pas le résultat, hein. Pour cette extrusion-là, il n'y a pas de fusion ici, ce qui permet à partir de ce point-là d'avoir deux corps volumiques, le capteur et la manette. Donc ensuite,
On fait des guides là en haut, là c'est pour uniquement le tube qu'on va rajouter ensuite au niveau de la manette. On rajoute un troisième corps qui est un petit tube carbone que j'ai, dont je me suis déjà utilisé dans l'avion. Ensuite, ce tube-là, il va être plaqué contre la manette avec deux rondelles maintenues par des vis. Bon, ça, c'est un peu provisoire. Donc la manette, elle a une certaine forme. Elle a un diamètre intérieur, un diamètre extérieur extrudé pour pouvoir s'emboîter dedans. Il a cette forme bête-là. Ensuite, on fait le porte-aimant. Alors, c'est des petits aimants carrés qui vont être serrés à l'intérieur. On extrude une fente pour pouvoir faire la rotation du porte-aimant. Ensuite, on fait un levier sur lequel il y a une pince pour venir pincer le porte-aimant et un bras ici contre la came pour pouvoir faire bras de levier et bouger angulairement. Voilà, on rajoute les trous ici pour la pince. On écarte la pince du corps du bras de levier, ce qui définit une butée. Cette surface-là vient en butée contre la paroi d'un mur qui sera dessiné plus tard. On prolonge le porte-aimant et on vient mettre une butée au niveau du porte-aimant. Ensuite, je fais carrément l'enveloppe du capot. C'est toujours une ligne qui est extrudée des deux côtés. Voilà, ça donne un volume pour l'enveloppe. On va y mettre des gros congés pour bien arrondir la chose. Ensuite, on utilise la fonction coque, parce que là, tout ça, pour l'instant, c'est un volume. Coque va donc évider tout l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, la manette, elle ne peut pas bouger à l'intérieur du capot, là, donc il va falloir faire une ouverture dans le capot. Tout ça, c'est paramétrable, hein, on pourra le changer plus tard. Ensuite, on va s'intéresser au socle qui va permettre d'emprisonner le capteur. Je vais rendre invisible le capot pour qu'on voie ce qui se passe dans l'arbre de création. Donc voilà, on dessine une certaine courbe qui permet d'extruder ensuite un volume. On prolonge un petit peu ce volume-là pour pouvoir emprisonner le capteur. On crée une pièce supplémentaire, une plaque percée qui vient plaquer le capteur contre son socle. Ensuite, on définit les murs qui sont une simple extrusion de ces deux courbes-là, enfin de ces deux rectangles arrondis là. Et ces extrusions-là sont projetées jusqu'à venir en contact avec le capot, qui permet de récupérer toute une forme complexe qu'on n'a pas besoin de dessiner vu que ça se fait automatiquement par projection vers le capot qui a été dessiné en premier. Ensuite, au niveau de la manette ici, on va mettre une butée contre ce mur maintenant qu'il existe. Voilà. Voilà. Et ensuite, l'axe de la manette qui vient traverser le mur. De l'autre côté, on va rajouter, on vient venir percer tous les trous des axes de rotation. Donc il y en a deux, hein, celui du levier porte-aimant et celui de la manette. Ensuite là, pour pouvoir réaliser cette pièce-ci, qui pour l'instant n'a pas de système de fixation, on va faire des espèces de créneaux ici, que l'on voit là, sur ce mur ici et sur ce mur-là. Voilà à quoi ressemble la pièce qui va être imprimée en 3D. Les deux murs, celui-ci et celui-là, on va les copier pour pouvoir en fin de compte retirer ces empreintes de créneaux du volume du socle. Donc avec la fonction combinaison ici, on soustrait les deux volumes qui ont été précédemment copiés. On peut isoler pour vérifier qu'on a bien les empreintes des murs. Ensuite, on a besoin
deux trous de fixation. C'est le deux trous de fixation donc, qui traversent le socle et la semelle qui vient briller le capteur. Et il nous faut les fixations des murs avec chanfrein. Voilà, donc on voit les trois trous qui ont été rajoutés pour fixer les murs. Au niveau des murets ici, on vient rajouter des trous préformés pour recevoir le filetage des vis là, qui vont traverser ici. On peut le voir en changeant de plan. Voilà. Donc on voit en vue de coupe le trou, la tête fraisée du socle, et la fixation du mur. Alors, au niveau du manche, là, je crée un creux pour recevoir une grosse rondelle de guide qui va servir à bloquer la manette à travers le deuxième muret et un trou d'axe entre deux, suivi d'une rondelle ici qui font le maintien, l'appui de la manette de commande. Entre ici et le socle, j'envisage de mettre un ressort pour pousser toujours le levier contre la came. Il faut de quoi guider le ressort sur le levier et sur le socle ici. Et ensuite, cette dernière fonction va définir un fichier par pièce qui comporte ce qu'on appelle les intentions de conception. En fait, ça, c'est un fichier où d'habitude dans SolidWorks, on ne crée qu'une seule pièce, sauf que là, j'ai créé 13 corps volumiques que je peux ensuite exporter individuellement et créer des assemblages. Bien que déjà ici, on pourrait croire que c'est un assemblage, mais c'est bien plus que ça en fait, c'est une conception de pièces autour des autres, en incluant déjà toutes les contraintes, plutôt de contraintes, on va parler d'intention de conception. Donc à partir de là, on peut aller voir l'assemblage, où on a différentes contraintes. Alors, pourquoi on avait un portement et un levier? C'est qu'en fait, au niveau du portement, et où lui, il est ici, qu'on va montrer, et du levier, l'aimant à l'intérieur, on ne sait pas du tout comment il va être positionné par rapport au capteur, donc il faut un degré de réglage ici, que l'on va faire par cette contrainte. Et on voit par exemple ici, si on doit avoir par exemple 5 degrés de pivotement du champ magnétique de l'aimant par rapport au levier, on peut l'obtenir, et on peut obtenir tous les réglages que l'on veut. Et ça fait en plus fonction de blocage sur la paroi, sur le mur du socle. On va faire réapparaître toutes les pièces. Peut-être pas le capot d'ailleurs, sinon on va pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là j'ai mis des contraintes de cam entre le levier et la cam, sur différents axes bien sûr, ce qui fait que lorsque je déplace le composant avec une détection structurelle, on voit bien le mouvement de la cam et du levier. Et là on a bien, c'est-à-dire pour un grand déplacement d'angle de la manette de commande, j'ai un petit déplacement d'angle du levier portement, ce qui va augmenter la sensibilité des signaux obtenus lorsqu'on fait bouger la manette. Là, on est pratiquement à 90 degrés de déplacement. C'est vraiment l'effet recherché. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment on peut assembler ces pièces-là. Donc dès la conception ici, on peut voir comment les pièces peuvent se montrer entre elles. On voit bien que pour monter la manette, je suis obligé d'écarter avant les deux murs, et les murs là avant, je les enlève du socle. J'écarte les murs, ce qui permet ensuite de libérer les pièces en interne. Voilà. Et on rassemble le tout de cette manière.